Aussi, permettez-moi de présenter à Yakuta, c'est la chef de notre équipe un groupe de défenseurs des droits de l'homme qui essaye de faire des rapports pour défendre les droits de l'homme au Sahara occidental. Yakuta, permettez-moi aussi de présenter à Monsieur Hali, c'est un docteur en droit, mais malheureusement, il est interdit d'exercer au Sahara occidental parce qu'il est sahraoui. Et lui, elle est là, ici, dans la délégation sahraoui qui participe aux droits de l'homme. Il vient des territoires occupés. Aussi, Mahmoud, Houria, Aziza, Kentoum, Moufida, Sadiqtek, les amis de Rast en France. Bienvenue d'être là avec nous. Et permettez-moi aussi de donner la bienvenue à notre ami algérien, Houari, Laloa, et votre مرحبا بكم وسهلا كاملين. مرحبا بصديقاتي الصحراويات، شكرا لكم كاملين. Merci à tous pour avoir travaillé. Et maintenant, je laisse vous appeler cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. Il est très important de reparler de la journée d'aujourd'hui. Maïman en a parlé au début. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des réfugiés à travers le monde. Malheureusement, à travers le monde, il y en a beaucoup de réfugiés qui se présentent par des millions de personnes à travers le monde. Et quand on parle des réfugiés, il faut parler des circonstances de cela. Ce qui a poussé les gens à s'isoler et à partir de chez eux. Et pour le cas de Sahara occidental, on a la moitié de la population qui se trouve dans des campements de réfugiés depuis plus de 50 ans pour le moment. Pour parler des réfugiés du Sahara occidental, il faut parler de la situation du Sahara occidental. Le peuple sahraoui a été poussé à l'exil, a été obligé de se déplacer, notamment à travers l'invasion du Maroc du Sahara occidental, où le peuple sahraoui a été bombardé par du napalm et du phosphore interdit internationalement. Le Maroc a mis en place 20 000 militaires marocains et plus que 300 000 citoyens marocains dans ce qu'il a appelé la marche verte et que pour nous, peuple sahraoui, la marche noire. À travers cette marche, le Maroc a envahi le Sahara occidental. Donc, le peuple sahraoui, sous les bombes, a été obligé à se déplacer, qui est déjà un crime de guerre. Le déplacement forcé de peuple, c'est un crime de guerre que le Maroc a utilisé contre le peuple sahraoui. Donc, au départ, le peuple sahraoui s'est réfugié dans une zone qu'on appelle Oumoudraïga, qui reste dans le territoire du Sahara occidental, où il a été bombardé par le Maroc. Et c'est à ce moment-là où l'Algérie a ouvert ses frontières et a accueilli la moitié de notre population dans le campement de Tindouf, dans la région de Tindouf, en Algérie. D'ailleurs, maintenant, on en a parlé. Et bien évidemment, on remercie le peuple algérien ainsi que le pays d'Algérie d'avoir accueilli notre peuple qui était sous les bombes. Et depuis ce moment, donc en 1976, le peuple sahraoui, la moitié se trouve dans les campements de réfugiés, l'autre moitié demeure sous occupation marocaine dans les territoires occupés. Je viens de là-bas d'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Donc moi je m'appelle Aziza et je viens des territoires occupés du Sahara occidental et de Lyon, exactement de la capitale. Et donc le Maroc dans les années 80, avec l'aide ou sous les guides de Ehud Barak, qui est l'ancien ministre de l'armée israélien, a construit le plus long mur de séparation sur Terre qui fait 2700 km et qui divise la terre du Sahara occidental et notamment le peuple sahraoui. Une partie se trouve sous occupation marocaine, là où je viens, l'autre partie se trouve dans les campements de réfugiés, là où vient Moïna et d'autres camarades.
Et ce mur est planté par des centaines non, des dizaines de millions, c'est environ 10 millions de mines antipersonnelles et anti-chars qui causent tous les ans des centaines de victimes humaines et également animales dans la région et parmi les Sahraouis et d'autres populations comme algériennes et mauritaniennes. Pour revenir sur le film, on a pu voir le très bon documentaire qui ne cesse de me fasciner, qui parle de la lutte des femmes sahraouies. Il faut savoir que la femme sahraouie est vraiment le pilier de la lutte du Sahara occidental. Les femmes sahraouies dans les territoires occupés, dans Mouralia, qui est d'ailleurs ma mère, et d'autres camarades, et également la femme sahraouie dans les camps de réfugiés. Donc même avant l'occupation marocaine, la femme sahraouie a toujours soutenu ou même faisait partie de la lutte sahraoui, dans le côté militaire et également dans la lutte pacifique, si on peut dire. La femme sahraoui, je laisserai Rabia parler tout à l'heure, vu qu'elle était l'une des femmes présentes dans ce documentaire. Et je commencerai avec Rabia pour qu'il puisse nous parler davantage de la lutte du Sahara occidental, les violations de droits de l'homme perpétrées par les forces d'occupation marocaines dans les territoires occupés, et également la place de la femme sahraouie au sein de cette lutte. Et si tu peux aussi nous parler davantage de ton parcours personnel au sein de la lutte. Merci. Bonsoir pour toutes et tous. Merci infiniment pour les organisateurs et les organisatrices. Aujourd'hui, c'est le jour des femmes réfugiées et des hommes. Nous saluons tous les réfugiés dans le monde entier. C'est vrai que ces personnes-là ont quitté leur territoire forcément. Moi, je dis toujours que ces personnes, la personne qui a choisi être un réfugié dans un pays loin de sa culture, loin de ses amis, de sa famille, que par la force. Soit cette force est due au colonialisme, ou est due à l'occupation, due aux guerres injustes, ou bien tremblement de terre, ou plusieurs aspects d'injustice qui tombent sur ces personnes, ces populations, pour les pousser à quitter leur terrain. Donc c'est un jour que nous partageons avec le bien et le mal entre nous tous, et ça nous pousse infiniment à mener une solidarité très importante entre nous, et surtout, si c'est possible, une solidarité avec les solidaires européens, les solidaires politiques, parce que nous avons besoin de cette solidarité politique. Revenons au documentaire. Ce documentaire a été fait grâce à l'Institut EGOA des Pays-Bas. Cet institut, il a travaillé depuis 2010 sur l'accumulation de certaines violations que le Maroc a commises, soit à travers le grand livre qu'a fait le docteur Carlos Bernstein sur les violations qui a touché le peuple sahraoui depuis 1975 jusqu'à 2010. Et ce livre, il a parlé des femmes et des hommes sahraouis. Ce nouveau travail de EGOA aussi, il était spécialement sur les violations qu'a touché seulement les femmes sahraouies au territoire occupé. C'était programmé en discutant comment on va faire ce rapport et ce travail documentaire. Nous avons parlé
de presque de 200 témoignages. Mais malheureusement, vu le problème de Covid-19 et aussi la situation politique dans le territoire qui s'est coïncidée aussi avec la création de l'instance sahraoui contre l'occupation, dont je fais membre, ces conditions-là, le Maroc les a utilisées à notre encontre en nous soumettant sous la surveillance permanente, ce qui nous a bloqués d'aller se déplacer vers les autres villes, à Asmara, Dakhla, Al-Aoun, des villes du Sahara occupé. Et on s'est focalisé seulement sur Al-Aoun, où nous avons travaillé sur 81 témoignages, où nous étions 4 défenseuses des droits de l'homme qui sont penchées sur ce travail-là, qui a donné vraiment son fruit et qui le donnera encore parce qu'il a lancé la lumière sur ces violations graves contre l'humanité, que ce soit la disparition forcée, la marginalisation, le manque de liberté, le manque de droit à manifestation. Vous avez vu certainement quelques lancements de quelques manifestations où les femmes étaient ciblées au moment des manifestations. Les premières a été ciblées, comment elles étaient déshabillées de leur tenue traditionnelle, et cela faisait une grave violation à notre encontre. Donc le Maroc, c'est ça, c'est pratique depuis le premier jour de son invasion au territoire du Sahara occidental. La moitié ou plus que la moitié s'est exodée forcément vers le terrain algérien. On salue l'Algérie, peuple et gouvernement, pour cette aide très importante qu'on considère, et la moitié qui est restée sous occupation, sous un embargo médiatique et militaire, que personne ne savait rien sur ce que se passe contre les Sahraouis. Il y a le Maroc qui est mené avec des mains en fer la situation, mais personne ne savait pas la réalité de ce calvaire dans les Sahraouis et lui. Et ce n'est pas seulement des pratiques dans le passé, ce sont des violations systématiques. Mohamed Hali, qui est docteur et qui a pu réussir son diplôme d'avocat, vu qu'il est défenseur des droits de l'homme et qui lutte pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, il a été refusé d'exercer son métier qu'il a réussi avec une mention pour cette raison-là. Et ceci, ça nous montre la contradiction entre le dialogue et ce que raconte le Maroc dans son discours officiel, entre guillemets, qu'il va donner une autonomie élargie au peuple sahraoui, au moment où il refuse de donner un métier à un jeune sahraoui intellectuel qui mérite vivre dans son pays entre ses parents et exerce son métier. Ce n'est pas d'ailleurs le seul, mais il y en a plusieurs d'autres Sahraouis intellectuels pour cette raison, et c'est la seule raison qu'ils défendent l'autodétermination. C'est aussi le cas de la majorité des femmes qui sont militantes de la cause sahraoui, soit ils n'ont pas de travail dès le début, toujours élevés à l'aide de soutien de leur famille, ou si il est marié, il est avec son mari. D'autres qui ont pu trouver du travail, le Maroc refuse de leur donner un travail à travers lequel ils vont améliorer leur capacité
sur sur le travail qu'ils font. Par exemple, moi, j'étais en 85, j'ai terminé mes études comme technicien en agriculture. J'ai travaillé 37 ans, moins les 3 années et 7 mois de la disparition forcée, mais j'ai jamais exercé aucun métier. Le plus important pour le Maroc, je viens tous les jours à la direction où je travaillais. Ils m'enferment dans un bureau, mais aucune communication avec aucune agriculture, aucun éleveur, je fais rien. Et pour moi, j'étais consciente que c'est une torture psychique qui vise à me rendre folle et perdre tout le courage de continuer mon militantisme. Vu que j'étais sûre de cet objectif, j'avais un anti-défense, Dieu merci, que j'ai passé tous les 37 ans sans rien faire, mais en même temps j'ai gardé ma mémoire, j'ai gardé ma santé mentale. Mais il y en a d'autres qui sont maintenant en état de dépression, comme le cas de ma grande amie et camarade, elle était aussi une victime de la disparition forcée. Et c'est elle qui a été tabassée dans l'une de ces manifestations de façon affreuse. Vu qu'il participe toujours dans les manifestations et il travaille à l'Aïnoun, ils l'ont muté par force à la ville du port, à 20 km de l'Aïnoun, sans qu'il donne dans son bureau, sans qu'il donne même une chaise et un bureau. Il a pris un matelas de chez elle, et quand il entre le bureau, il a mis le matelas dans ce bureau-là, il passe parfois le temps endormi, parfois il pense, et comme ça il a toujours des troubles, des choses qui ne sont pas bien. Donc, ça, c'est une autre forme qui vise les Sahraouis, les militants et les militantes. D'autres qui n'ont pas un travail, quand on dit un travail et un salaire au territoire occupé, la majorité des personnes qui reçoivent un salaire, ce ne sont pas des fonctionnaires. Moi, j'étais un fonctionnaire dans l'État du Maroc, mais la majorité ne sont pas des fonctionnaires. Ils recevaient des aides mensuelles à l'équivalent de 120 € pour les femmes, 240 € pour les hommes. Mais après les manifestations, les policiers en civil, ils enregistrent tous les participants et les participants dans la manif. Et après, ils partent à la wilaya, ils projettent toutes ces vidéos. Chaque policier en civil, il est lié à un service bien déterminé de la sûreté marocaine. Et ils commencent à faire des fiches techniques sur chaque personne. Et toutes les personnes qui reçoivent cette aide, elle est gelée à cause de la participation. Et s'il veut récupérer ce petit montant qui est de rien, il est obligé de signer un engagement qu'il ne va plus aux manifestations, qu'il n'assiste plus à la libération des prisonniers et qu'il ne fréquente pas les défenseurs des droits de l'homme et qu'il ne part pas chez eux. Donc, nous travaillons comme défenseurs des droits de l'homme dans des conditions très difficiles, très graves, mais nous avons tout ce courage à continuer cette lutte. Et de temps en temps, Dieu merci que moi, je participe au Conseil de Genève de droits de l'homme depuis 2009. Ceci m'a donné beaucoup de visibilité et parfois le Maroc utilise mes va-et-vient. Voilà, il a un passeport marocain, il peut sortir, il dit de n'importe quoi. Mais je reçois moi aussi de représailles à mon encontre, par exemple, pour vous rapprocher de notre réalité difficile. Je suis interdite de l'accès à l'électricité dans ma maison. Oui,
Et j'ai même allé au tribunal administratif marocain de première instance, deuxième instance, et j'ai eu 2 jugements en mon faveur, ils ne veulent pas. Même la société de l'électricité, il a voulu régler le problème avec moi. D'un seul coup, ils ont reçu un appel téléphonique et ils ont laissé le truc là. Donc, ça, c'est une méthode de pression. Par exemple, j'ai 4 filles, 2 avec moi, lauréats universitaires avec des diplômes plus leur diplôme de licence. Ils ne pouvaient pas trouver de travail. Quand ils demandent un travail, vous êtes les filles des séparatistes. Entre guillemets. Ces 2-là, celle-là et sa sœur sont allées en France pour étudier. Donc les autres, ils n'ont pas de possibilité. Ceci, ce n'est pas un cas isolé contre moi, mais c'est contre toute personne qui a le courage de dire à haute voix qu'il est contre l'occupation marocaine et qu'il exige et qu'il milite pour qu'un jour le peuple sahraoui, que ce soit dans les campements ou bien dans les territoires occupés et dans les diasporas, aura la possibilité de s'autodéterminer et de choisir son avenir politique. Si nous voulons parler aussi de la liberté des associations, nous n'avons durant 50 ans, ce qui est bizarre, durant 50 ans, aucune association sahraoui, quand on dit association sahraoui, une association qui défend les droits fondamentaux du peuple sahraoui, chapeautée par les droits à l'autodétermination. Parce que le Maroc parle de 2000 et quelques associations à Lyon seul. Mais toutes ces associations, c'est pour les colons marocains et pour les Sahraouis qui sont, pour des raisons ou d'autres, pour peur, pour avoir un travail, pour je ne sais pas quoi, ils ont pu faire ces associations. Mais nous, qui défendons cela, montre la discrimination qu'utilise le Maroc entre les personnes qui le soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas. Donc, c'est plus ou moins notre situation sous occupation. Nous profitons de cet après-midi avec nos solidaires européens, surtout Isabelle, il y a un grand et un ancien chemin de lutte avec nous depuis la captation de M. Mohamed Daddache. Il a été la seule avant même nous, parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'il trouvait. Il a été la parraine de Sidi Mohamed Daddache et actuellement il continue cette solidarité. Donc merci à vous tous. Parce que le peuple sahraoui qui attend cette solidarité, mais tous les peuples opprimés, tous les peuples qui sont sous l'obligation de s'éloigner de leur pays, ils attendent votre solidarité et ils attendent que les pays qui reçoivent ces exilés, il faut qu'ils demandent à ces pays pourquoi ces personnes, et surtout dans notre territoire, parce que notre territoire il est plein de richesses maritimes et minérales, et en même temps les Sahraouis quittent le territoire le long de, surtout à partir de 2005, l'éclosement de la intifada de l'Istiqlal, de l'indépendance, où les Sahraouis sont sortis au plein public pour revendiquer l'indépendance tout court. Donc, à partir de cette année, le Maroc, il pousse les jeunes Sahraouis, et parfois même il y en a des familles qui sont sorties et quitté le territoire et allaient s'installer pour demander l'asile politique dans des conditions très difficiles, pas de papiers, dans des conditions vraiment difficiles et qui font des charges aussi sur les pays qui les reçoivent. Donc, merci pour votre soutien, votre présence, et je passe la parole à M. le président. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton témoignage.
Et c'est vrai que le Maroc, ou la force d'occupation marocaine, a tout mis en place à travers des mécanismes de répression pour briser la volonté du peuple sahraoui. Et comme il l'a souligné, le Ralia, que malgré le fait que le Sahara occidental reste un territoire très riche par des énergies renouvelables, des richesses minières, etc. Le Maroc, depuis son invasion de Sahara occidental, a été plutôt dans une logique de remplacement démographique de la population autochtone du Sahara occidental, et ce qui a surtout accentué après le cessez-le-feu en 1991, car le Maroc voulait faire fuir le restant de la population dans les territoires occupés afin qu'ils puissent mettre une nouvelle génération qui sont des colons au final marocains, afin qu'ils puissent voter durant ce référendum qui n'a fait que le faire repousser. Et tout à l'heure, Maïma, il en a parlé, comme quoi le peuple sahraoui, et depuis 33 ans, attend toujours ce fameux référendum que le Maroc, avec l'aide bien sûr des puissances impérialistes, notamment la France, les États-Unis et surtout la France, qui a utilisé son droit au veto plusieurs fois contre des résolutions qui allaient faire avancer les choses au Sahara occidental. Donc les puissances impérialistes, ils ont intérêt que ce conflit perdure dans la région, car leurs entreprises, leurs multinationales, sont présentes sur place et pillent les richesses du Sahara occidental et privent totalement la population autochtone sur place. Et surtout aussi le peuple sahraoui qui se trouve dans les campements de réfugiés et qui vivent sous l'aide humanitaire, l'UNICEF, aide de l'État algérien, etc. et qui commence à diminuer au fur et à mesure, vu que ce conflit perdure dans le temps. Et donc, c'est le Maroc, dans cette logique, comme il a pu souligner Ralia, fait en sorte que le peuple sahraoui quitte les territoires à travers ces violations et l'engorgement économique de surtout la jeunesse sahraoui qui malheureusement plus ou moins est obligée de quitter le territoire. Et ma mère a mentionné que comme quoi ma sœur et moi nous étudions en France, car il faut savoir que dans les territoires occupés de Sahara occidental, on n'en a aucune université. Donc tous les Sahraouis étudiants sahraouis sont obligés de partir au Maroc pour poursuivre leurs études. Et là, ils sont directement soumis à un système d'apartheid et de discrimination directe. Et on en a plusieurs prisonniers politiques, étudiants sahraouis, qui encourent des peines qui vont jusqu'à 15 ans. Et pour le simple fait qu'ils ont manifesté au sein du campus universitaire, il y en a même qui ont été victimes de l'assassinat politique et qui ont été assassinés également au sein du campus universitaire. Mais la cause du Sahara occidental reste quand même une cause, comme l'a mentionné Ralia, malheureusement parmi d'autres, qui sont des causes décoloniales. Et la dernière colonie en Afrique et demeure un territoire non autonome. Et donc, notre force est à travers la convergence des luttes et de l'internationalisme et de la solidarité internationale avec les d'autres causes décoloniales et anti-impérialistes. Et là, je donnerai la parole à une des plus grandes solidaires de la cause sahraoui, Catherine, qui va nous parler de la situation des campements de réfugiés qu'il a pu visiter à plusieurs reprises, et il n'a jamais eu l'occasion de visiter les territoires occupés. Donc il va nous parler de la partie campement de réfugiés et également du mur de la honte, qui est, comme j'ai mentionné tout à l'heure, planté par des dizaines de millions
de mines antipersonnelles et anti-char. Évidemment, c'est qui qui t'attend? Désolée, je voulais juste demander s'il y en a à qui a besoin de traduire de l'anglais vers le français ou ça va aller. Ça va aller en anglais? Oui. Ça va aller? Go ahead, English. Yes. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Catherine Constantinides, and I'm from South Africa, but I always say I'm an accidental Sahrawi. Today we celebrate and acknowledge World Refugee Day. It's such an important day, and as we acknowledge this day, we must use it to drive education, awareness. We've got to use this day to not forget the Sahrawi people, a forgotten people of this world. Some 48 hours ago, we launched the Violations of Human Rights report. There's one copy that's here on the table, you can look at it. But this report is available in French, in Spanish, in Arabic, and in English, and you can download it off of the website, westernsaharareports.com, and there's an executive summary, so you don't even have to read a long document. But this book documents the violations that are taking place in occupied Western Sahara. Now, just on the other side of a wall called the Berm, which spans some 2,600 kilometers long, this wall divides the Sahrawi people. And on the other side of that wall are Sahrawis and refugees. And today we think of them, because the Sahrawis in the refugee camps were there as a temporary solution, as a temporary moment, and they have been forgotten in 1975, and 50 years later, the world doesn't even remember where they were living. It is one of my life's greatest honors to work in the Sahrawi refugee camps and to work with the people that have become my own. As we launched the annual report on human rights violations in Western Sahara, we were reminded that behind every single statistic, every documented abuse, and every page of that report, there are people, men and women, children. Their fundamental rights are continued. They continue to be denied up until this day. The report is not merely a record of violations, it is a call to consciousness. As we mark World Refugee Day, for the Sahrawi people, this observance is not an annual event, it is a lived reality every single day. For nearly half a century, in fact for half a century, generations of Sahrawi people have been born into this refugee camp, and Sahrawi refugees have endured displacement while preserving their dignity, preserving resilience, and an unwavering hope for justice. Our commitment remains steadfast and indivisible. We will continue to stand against human rights violations and for the fight for self-determination for the Sahrawi people. As I mentioned, one of my life's greatest honors is working with the Sahrawis in the Sahrawi refugee camps and with people that have become my family and become my own. I will forever cherish the time in the refugee camps. Every single time I go into the campamento, I take that time as an absolute privilege. I hold dear to my heart every opportunity I have on the ground to listen, to learn, and to fundamentally understand the reality of the lives of the people who have been left there. I will never tire, and I will never stop sharing the stories and the reality of a forgotten people. My promise to my Sahrawi children is that they have been born in the refugee camps, but in my lifetime they will return home to a free Western Sahara that is no longer shackled by occupation, torture, and torment. I have learned so much from my Sahrawi brothers and sisters, and I will continue to advocate for the inalienable right to self-determination, because in my lifetime they will return home and I will be there to forever share the stories of the human rights defenders, the heroes we sit amongst, and they sit here in this very room. Umaima, the work you have done here in Geneva has been etched in the history of the Sahrawis. To every single Sahrawi that is here, you come out every single time, you show up,
and it can't always be easy, but you show up nonetheless. To our Algerian brothers and sisters who are also here and stand beside us as we walk this journey, we appreciate you and we never forget what you have done and how much you have done for the Sahrawi people. South Africa. And my country, South Africa. We will continue to stand on the right side of history. And as I end off, I want to say that I'm honored to sit here at this table with this giant of our history. And I say we because I consider myself Sahrawi as well. But to my Sahrawi nation, may you never tire and may you never forget and may you have the strength and courage to continue to fight because freedom will be yours. Thank you, Catherine. Merci, Catherine. Merci les camarades d'Australie et Catherine pour vos prises de parole. Je vous laisse, si vous avez des questions à poser à Catherine ou à Ivalière aussi, n'hésitez pas. Bonjour. Bon, très touchée par la présentation de Catherine d'Erala et même d'Aziza Lafi de Khadia. Moi, j'avais une question à poser à Khadia. Tu nous as parlé en fait des conditions de travail hein, qui s'assimilent vraiment comme si vous étiez dans la base de Guantanamo en fait. Hein. Cette situation de mise en demeure comme ça, de dénigrement total en tant qu'être humain en fait. C'est-à-dire qu'on t'a mis dans un placard en fait. C'est le rabaissement complet. C'est-à-dire c'est le déni de tes compétences professionnelles déjà. Et puis ton utilité sur le plan professionnel. Donc c'est très grave hein, sur le plan psychologique, en fait, comment l'être humain est capable d'affronter ça. Et moi j'avais une question à poser, sachant que le Maroc se livre à une politique de peuplement, c'est-à-dire qui fait en sorte que les Sahraouis quittent le territoire en leur donnant pas accès au travail, aux soins, à l'éducation. Comme tu le mentionnais, il faut faire des kilomètres à l'université. Ces Marocains qui viennent vivre sur votre territoire, je voudrais savoir les relations que vous avez avec eux au quotidien. Merci Catherine pour cette question très importante. C'est vrai que dès le début, nous considérons les Marocains comme des frères. C'est la réalité. Et on sait bien parce que la majorité des Marocains qui ont été transportés par le régime marocain ont leur majorité des pauvres. Ils sont venus s'installer au Sahara occidental, ils ont amélioré leurs conditions de vie. Et toujours on dit non, notre problème c'est avec le régime et pas avec ces Marocains qui sont pauvres et qui sont venus vraiment, malgré qu'ils sont la cause de leur pays et la cause de la séparation de nos familles et de notre peuple, mais on a toujours leur acceptation jusqu'à 1999. En 1999, il y avait des grandes manifestations de revendications socio-économiques. Il a été ces manifestations incitées par les femmes qui n'ont pas de travaux et aussi par les étudiants des universités marocains sahraouis qui ont terminé leurs études et n'ont pas trouvé de travail. Et ces événements sont très connus dans notre histoire de lutte en 99. En cette année-là, les policiers mènent du groupe de ces Marocains dans des fourgons et ils les poussent à attaquer les Sahraouis. Il a failli de créer un grand problème de violence entre les Marocains et les Sahraouis. En même temps que nous, on les a acceptés comme ça, sans que... Mais ce que tu dis, Khadia, ça se voit dans les images. On voit qu'il n'y a pas que des policiers qui s'attaquent à la population sahraoui, mais les civils. Les civils, seulement il a été impliqué par la police. En 99,
et aussi le moment, au moment de ces événements et le moment de décès de Hassan II. Au moment de Hassan II, il a été poussé par les policiers à prendre les bendirs là qui font des tambons et se balader dans les rues à côté des maisons des Sahraouis en disant la mort aux ennemis, le roi a laissé son fils, un slogan comme ça, nous a fait sentir qu'ils nous considèrent même eux que nous, on l'a accepté toujours. Et on n'a jamais dit on fait un mal à leur encontre malgré qu'ils sont la cause. Il est là, nous avons les familles séparées, on a passé par la disparition forcée, nous avons d'autres familles qui sont encore disparues, mais toujours on leur donne une marge d'acceptation et tout ça. Mais avec ces implications des colons marocains dans des incidents violents à notre encontre, ça a laissé vraiment une blessure qui s'est aggravée une autre fois au moment du démantèlement de Démésique par la force. Ça aussi, il y avait une très grande force. Mais nous, on remarque toujours que ces implications des colons marocains, il a été toujours poussé par les policiers et par les forces policières marocaines. C'est pas, comme si c'était pas un geste de leur propre gré. C'est tout ce qu'on peut. Mais nos relations, ils sont dans les limites. Il n'y a pas cette. Catherine, I would like to ask you a question. Congratulations for your presentation. Catherine, you come from a country, South Africa, where a big part of the population faced a system of apartheid. And this system of apartheid, unfortunately, was supported from some Western society like UK and additional. Would you describe the situation in Western Sahara? Would you just say that finally Morocco has managed to elaborate a system of apartheid in Western Sahara? Would you describe this as the same situation or not, and why? Thank you very much. So, I'm born in free South Africa, and I'm privileged to stand on the shoulders of giants that fought for liberation that I get to call my own. The system of apartheid was a very evil system. The mechanics were slightly different. However, Morocco is certainly an apartheid state, as is Israel. And if you look at geopolitics and you look at what is happening in the world, there are many lessons that they learned from the apartheid regime, and there are many things that are very common across all three. So you will find some similarities. Of course, there are similarities. In South Africa, people were specifically separated. It is a very similar thing, where Sahrawis are systematically, there is a colonization of their land. In South Africa, the difference was that people were kept in specific areas. There was an Areas Act, and if you wanted to move across, for example, from one city to another, you had to carry a pass, and you could not go across the cities. Now, if you look at the Israeli state, that Israel and Palestine, that is happening, and they have kept the Palestinians in one space, and you have to enter and exit through a military border crossing. The same kind of thing did happen in South Africa. There are many similarities. It was a different system, and the oppression was different. However, you cannot describe one to be more evil than the other. This kind of oppression against people is inhumane and unjust. And we have to fight for freedom, we have to fight for justice, and ultimately we have to fight for humanity, because the world has lost the ability to share a set of values where we can see each other, one human being to another. And that is very much what this fight is. We're looking at a set of principles enshrined in the Constitution of the United Nations Charter, but they are only there to serve a few. It's so wonderful and important to have your point of view, Catherine, because you come from South Africa. Thank you so much.
Bonjour, nous sommes Maria, nous sommes venus hier pour la journée de soutien aux prisonniers sahraouis sur la place des Nations à Genève. Donc, nous soumettons les salutations de l'association des Amis de la race d'origine du monde. Et nous avons préparé une pétition pour demander la libération des prisonniers politiques. Vous savez que Nahmaz Farid est en grève de la faim depuis le 8 mai, depuis le 8 juin. Nahmaz Farid, pour les personnes qui ne connaissent pas, est l'époux d'une Française, une amie, qui habite à Paris, que vous connaissez bien, Claude Mangin. Et donc voilà, nous avons rédigé, nous l'avons fait déjà signer hier sur la place de la Nation, et je vous propose de signer cette pétition qu'on adresse à l'ambassadrice du Maroc en France, via notre ambassade. Merci. Voilà. Donc, je vous la fais passer, vous la signez. Merci beaucoup. Il y a une question? Est-ce que vous aurez une autre question? Aziz. Oui, ça. My question is to Catherine, and it was the situation in the camps. I'm very privileged that I get to go to the camps very often. So I was there in the last 8 months. I've been there twice. The situation is dire. People live under extremely harsh conditions. When I was there in December, it was extremely cold. I was there at the beginning, exactly a month ago, and it was extremely hot. Climate change does impact the people in the refugee camps. I spent a lot of time with Sahrawis that have been victims of landmines. And that's something we haven't had a chance to talk at today. But the landmines, there are so many landmines in Western Sahara. There's no mapping of these landmines. Because of flooding, because of different things that have happened, now they get washed away and they're in different places. These not only as a refugee, but a refugee that has 1, 2, 3, or 4 limbs that are gone. And they cannot afford prosthetics. And that is really very tragic. The situation with aid, food aid and water is of dire consequence to the Sahrawi people. In this week, myself and Natalia and Yabuta spent a lot of time with different mechanisms within the United Nations at the Human Rights Council, trying to brief people within the UN system to understand that the situation of water and the situation to access of food in the refugee camps is really a crisis. The basic food basket that was received has now been reduced. Not even 30% of what is required is reaching the campamentos. And ultimately, fresh produce, fresh food is not coming into the camps and not at the quantities that is needed for people to have basic nutrition met. And this is a huge problem. The issue of medical supplies and the ability for people to reach hospitals. There's a lack of ambulances, so getting people from the campamentos to Tindouf becomes an issue. When people are in the clinics, there is not enough medication to be able to look after all of the people that are in the campamentos. And they live on a very fine line, because if they are seen to advance any more, they will lose even more aid, because they will be seen to be self-sufficient. So the system is working against them, even though they are stuck in the Sahara Desert in unlivable land, and they have been there for 50 years. Access to water is a problem. Not everybody has adequate access to safe, clean drinking water. And I emphasize the safe and the clean drinking water, because a certain amount of water reaches the campamentos every 6 weeks if you're lucky, sometimes only every 3rd or 4th month. You cannot survive without the basic human right of water. That water then sits in a lilo, which is plastic, heavy chemical plastic, which is in the sun
and leaches chemicals into that water that they then consume. It's not for human consumption, yet the Sahrawis have had to learn to consume it. You look at waste in the camps, and unfortunately there are no adequate waste systems. So health and sanitation, water, these are big issues in the campamentos. But the Sahrawis that are there have been forgotten, and the lives that they live there are very difficult. But at the same time, I do want to make one important point. The campamentos are so safe. I'm sad to say, but I'm safer in the campamentos than I am in Johannesburg in South Africa. And this is important because if you look at that in relation to the Sahrawis who are living in the occupied territory, I don't think you can call them safe. They live under an occupation where they are harassed, where abuses are taking place. But you do not see that on the other side in the campamentos. However, the life of the Sahrawis in the campamentos is extremely, extremely difficult. Just, j'aimerais dire une chose. Thank you very much, Catherine. Je vais parler en français. I will speak in French. Ici en Suisse, on a 7 organisations qui travaillent pour le soutien du peuple sahraoui dans la Suisse alémanique, dans la Suisse romande et aussi dans la Suisse italique. Ici en Suisse romande, nous sommes les comités suisses de soutien au peuple sahraoui qui soutient la venue des délégués sahraouis ici pour participer aux Nations Unies, mais aussi soutient les prisonniers politiques dans les prisons marocaines. Et aussi le comité suisse soutient la question de environment et la question de solar panels et aussi soutient maintenant beaucoup, essaie de soutenir la question des pluies qui ont dégagé Dakhla et qui maintenant le comité fait un effort très fort pour soutenir Dakhla. Toutes les personnes qui veulent soutenir, il y a là une petite ouche qui va être partagée entre les 3 associations, Ensemble pour le peuple sahraoui qui aussi soutient les écoles et les projets agricoles et le comité suisse qui soutient les autres projets que j'ai mentionnés avant. Et tout ça, ça sera destiné entièrement à les réfugiés sahraouis dans les campements. Comme ça, si vous voulez... Hein? La terrière. Une terrière sur la table. Pour soutenir, il y a une tirelire sur la table juste derrière les panneaux. Voilà, derrière le petit panneau d'annonce de l'événement, à côté de dessert, pour profiter aussi pour eux. On aimerait aussi, s'il n'y a pas de questions, que tout le monde, vous êtes bienvenus à rester avec nous, à avoir un petit moment de partage. Il y a toujours la nourriture, il y a le thé sahraoui, il y a des activistes qui sont très intéressants à parler avec. Et bien sûr, pour nous, c'est un plaisir vraiment de vous accueillir tous. Et vous êtes bienvenus à rester avec nous cet après-midi. J'ai une question pour El Ralia, si c'est possible. Par rapport à l'évolution de la situation des discussions depuis la 27-97, on a vu récemment la visite de Mistura qui s'est rendue, je crois, dans les camps, en Algérie, dernièrement en Mauritanie. Et je crois qu'il finira par le Maroc avant de faire son rapport. Je voulais avoir votre avis sur l'évolution de la situation. Espérons que ces mouvements vont aboutir à une solution pour le peuple sahraoui, qu'il soutient, qu'il tienne en considération son droit à l'autodétermination. C'est ça le plus important pour nous. Mais c'est vrai que depuis cette résolution 2587, le Maroc est très motivé positivement que la communauté internationale a reconnu l'autonomie marocaine, mais en écoutant les déclarations de Moussaad Boulos et les autres, même Steven de Mistura, ils n'ont rien dit à propos de cette reconnaissance dont le Maroc est fier. Ils disent qu'ils vont faire leur mieux, malgré la situation est tellement délicate, mais ils vont faire de leur mieux. Et nous attendons, nous n'avons rien de concret, et nous ne connaissons rien de réalité de ces rencontres, mais nous sommes très
sûr et certain que notre direction du Front Polisario, il respecte la volonté du peuple sahraoui et il met toujours en premier plan la volonté du peuple sahraoui, que c'est lui le responsable de son choix. Personne ne peut pas Imposer. si. Merci. Hi, I have a question if possible. So, I wanted to add more about what you just said. For me, this question. Yeah, for all. Okay, for me, please in French. Ok. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, justement, c'est une stratégie de storytelling que le Maroc fait, qui montre ça comme une victoire, alors que quand on lit justement les documents, c'est pas une victoire, donc on peut déjà voir que c'est une forme de pressing, hein, c'est vraiment pour faire pression parce qu'ils n'ont pas le temps aussi. Donc c'est quelque chose d'important. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est de quoi ça manque pour que les gens soient plus au courant de la situation des Sahraouis, puisqu'il y en a beaucoup qui connaissent le nom Sahara occidental, mais qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. C'est possible, je peux le dire en anglais, parce que ça m'intéresserait aussi d'avoir le point de vue, puisqu'elle était dans les temps. I will say it also in English, so because I would like to have also your input. So we know that Morocco does a lot of storytelling. So, like for example, they were showing as a victory the last UN resolution, and when you know just a bit and you read, it's really easy to understand that it's just storytelling because there's no victory at all whatsoever. But what is missing? So a lot of people now, they hear about Western Sahara, but they know nothing about it, and they cannot even hear of what's going on, as you were telling about the condition in the camps or else. They really don't know anything. And even people who actually know about it, they don't know how bad it is. So what is lacking, and why isn't so unknown to people? Merci pour ta question. Bien évidemment que le Maroc a une grande soft power et notamment à travers la propagande. Ce qui s'est passé justement avec la résolution 2797, que malheureusement maintenant on peut dire notre génération, ils vont pas au bout, ils vont pas chercher l'information, ils vont voir les grandes lignes. Personnellement, je vis en France, donc j'ai vu les journaux, les titres disaient quelque chose, mais après quand on lit l'article, on comprend autre chose. Mais en fait, c'est la propagande qui englobe le sujet. Et également, on a aussi le blocus médiatique qui est infligé au territoire occupé du Sahara occidental et la place que le Maroc, ou l'image qui se donne au niveau de la scène internationale, qui n'est pas sa vraie image, car même au sein du Maroc lui-même, on a vu avec la génération, la Gen Z 212, et c'est un régime qui reste totalitaire, dictature, monarchie. Donc, mais sur la scène internationale, on entend Marrakech, nanana, on va jamais parler de ça et de la réalité du régime marocain et de la précarité du peuple marocain. Donc, on peut vraiment comparer ça aussi à la place que Israël, les États sionistes occupent au sein également de la scène internationale. Et je pense que les deux États utilisent les mêmes mécanismes de propagande pour justement se blanchir leur image et bafouer davantage les droits des peuples, et notamment dans ces deux cas de colonisation. Donc notre devoir comme diaspora sahraoui ou comme sahraoui des territoires occupés ou des camps de réfugiés, tout à l'heure vous étiez pas là, on a parlé de convergence de causes, donc c'est de créer des liens avec d'autres causes à travers le monde, des causes décoloniales, anti-impérialistes, féministes, même écologiques, parce que tous ces sujets touchent le Sahara occidental, et même en parlant de l'enfance, etc. Et mettre la lumière
à travers des événements tels celui-là pour parler davantage de la situation du Sahara occidental. Et il ne faut pas du tout s'attendre que les grands médias nationaux parlent de la cause sahraoui, parce que la liberté d'expression, ça maintenant c'est partout est bafoué, et les médias suivent la ligne politique des gouvernements, comme le cas par exemple de la France avec la reconnaissance de Macron de la souveraineté sur le Sahara occidental. Et tout ça, ça reste très superficiel, parce que dans le fond, ça ne change rien de la situation du Sahara occidental. La reconnaissance de Trump, puis Macron, puis Chancez, même on en a parlé tout à l'heure, ça enlève pas la volonté du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Donc notre destin est entre nos mains. On ne va pas attendre que la France vienne nous libérer, c'est l'empire colonial. On ne va pas non plus demander l'aide de Trump ou aller voir ailleurs Netanyahu. Donc tout ça, ça se fait en interne. C'est la lutte du peuple sahraoui, mais quand même, ça reste très important et très intéressant de créer des liens d'internationalisme et de mettre la lumière et de faire voir aussi la lutte qui mène le peuple sahraoui au sein du territoire occupé, des camps de réfugiés, et peu importe le lieu de son existence. Merci. Seulement, j'aimerais bien ajouter une toute petite chose, que vu les intérêts politiques et géostratégiques des pays, des grands pays, ça intervient aussi. Ouais, c'est ça dont il bénéficie le Maroc de plus, pour mener son récit durant toutes les 50 années. Les pays profitent de nos richesses à côté du Maroc. C'est pour cela ils ne veulent pas gâcher leurs bénéfices à notre propre yeux. I'm sorry if I repeat anything that was said, but my French is not so good, so I don't know what was said. But just very quickly, my first thing would be to tell you that propaganda is alive and real. Propaganda is a very strong arm of the Moroccan regime. They have created the narrative that you find across platforms, social media, within the main media stream, etc. When I first Googled information about Western Sahara, I could not find anything in English. So that's another problem. There's a language barrier to what is available in certain languages. So what you do find, and a lot of it is propaganda, is in French. You get some things that you'll find in Spanish as well. But if you come from a world where you do not speak Arabic, French, or Spanish, how are you supposed to absorb information? Where are you supposed to find information? So I've really tried over the past 10 years to write opinion pieces that are specifically in English. There has to be a constant flow of information, education, awareness. We have to create spaces like this that we can talk about the situation. And the situation is not easy to talk about, it's not comfortable. The documentary we watched was not easy to watch because there are real stories there that are happening in a world that has created a way to block it out. Morocco has also created a black curtain, or what I call a black curtain, over Western Sahara. So you don't see anything past what is the so-called Morocco. When you think about Morocco, the narrative is this beautiful tourist destination, beautiful beaches, Marrakech, this wonderful travel destination. But what we don't talk about is that our tourism money is blood money because it is servicing an occupation. We don't talk about that reality, and that is the truth. Every time on social media where I see someone I know who's talking about Morocco or wants to visit Morocco or is looking for information on Morocco, immediately I will ensure I'm sending them a DM, I'm calling them if I've got their number, and I'm posting on their post to say, do you know that this country is illegally occupying Western Sahara, another African country? Do you know that there's an illegal occupation that spans half a century? If we don't stand up every time that we see something, we're never going to change the status quo. It's up to every single one of us to educate our community. If that's 10 people, 100 people, 1,000 people, we have the ability to do something, every single one of us.
And the other issue is that we must have a strong civil society and a strong media arm. These two are extremely important. I come from a country where our policy on Western Sahara is clear. Our stance on Western Sahara is strong and it's firm. Our stance as a country on human rights, there is no doubt. We were the first country to stand up in the world to say that there is a genocide happening, and we took Israel to the International Court of Justice. The first country. And we have paid dearly for that. However, we have stood with our morals and we have not wavered. However, in South Africa, unfortunately, what is missing is education. The ordinary South African does not know about Western Sahara. They do not even know where Western Sahara is. And I didn't either. Until my introduction, and one day, I mean, that's a whole story, but Please tell historically. you know, She was invited by the king. yes, I was invited by the king to speak at a conference that was being hosted in Dakhla, in so-called Morocco. I did not reply to the invitation because for other reasons I never wanted to go to North Africa. It did not amuse me to go and speak at a conference hosted by the king. And the embassy in South Africa contacted me constantly saying they have got strict orders to issue me with a visa from the king's office, but I've never applied for one. I said, thank you very much, I'm not coming. And they said, no, please, I must reconsider the invitation. It's a wonderful opportunity, etc., etc. The long story short, as I started to Google the area, the conference, something didn't fit. And when I realized something is off, every time I posted on my social media and I asked for information, I got really weird information back. And if I Googled Western Sahara, it would come back as Western Sahara in Morocco. And I thought, okay, Western Sahara is in Morocco. Long story short, when I said, yes, I'm going to go, because I thought in my head, I'll go to the conference, and after the conference each day, I'll just be a little investigative journalist, I'll look for information, speak to people, because some things just doesn't fit. And I was called by the president's office in my country 4 days before I was supposed to leave, saying they've learned that I'm going to this conference, and they're asking me to boycott the conference. And if I don't, if something happens to me, they will not be able to assist me, and it will take them more than 72 hours to get to me. And I thought, I'm just an ordinary person. How on earth is that even possible? But when the president's office phones and that is the mandate, you don't go to the conference. However, I was the one that had to then send an email to the Moroccan kingdom to say, thank you very much for your invitation. Here's the ticket, but I won't be on that flight. So immediately I made an enemy of the king. And I'm blacklisted by the Moroccan government. The Moroccan embassy in South Africa hate me. If I'm at an event, they will come and they intimidate me. They will come and they will put cameras in my face. They do horrific things. It doesn't matter. The Sahrawis go through far worse. But what we still do not have is enough education in South Africa. We do not have a strong civil society that is as engaged as it is even in parts of Europe, in Spain, in France, here in Geneva. And that's also perhaps geographically, we are so far removed. We are literally on the other end of the earth. Geographically, you're far closer to Western Sahara. So there are also Sahrawis. We don't have a Sahrawi community. If there's one Sahrawi in the country at a time, it's a lot. And more often than not, that one Sahrawi is not there all the time. So, and that would be the ambassador or the consul general. And so we, as activists, as people who know better, must do better. We must use our platforms to talk about Western Sahara at any given point. When it's World Food Day, we take it back to Western Sahara. When it's World International Day of Displaced Peoples, we talk about Western Sahara. When it's Human Rights Day in South Africa, I talk about South Africa, and then I talk about Western Sahara. My community online, and when I go to places and into spaces, people say to me, before I watched your stories, I never knew about Western Sahara. Then my job is done. Because now people will think differently. When we see something about Morocco, we won't just read a headline, we scratch at the surface of what the story really is. Morocco has done well to use greenwashing. You spoke about renewable energies. They are seen as this progressive country that is really on the forefront of renewable energy. And that's a lie. That renewable energy is in occupied Western Sahara. They cannot claim to be this amazing, innovative country when it is happening in an occupied territory.
financing occupation. And it's financing occupation and also financing a luxury life for the king. And so we have to do better, and we must continue to talk about Western Sahara. We cannot have that Sahrawis are forgotten on our watch. With what we know, we must do everything that we can. And lastly, I just want to say, Morocco has also done well to use phosphates and many other resources of Western Sahara to create strong allies politically, both in the Security Council and even here in Geneva at the Human Rights Council. It's through corruption, bribery, gifting of gifts that are not normal. You don't go to a country with a plane full of phosphates and leave it there as a gift. You don't go on a state visit and gift people resources that belong to another country. And so we must ask questions. We must not for a single moment allow anything that we see on Morocco to just take it as it is. Because they have an entire machinery that looks at how do we pump social media with false narratives, how do we ensure that we shut people down. Every time I tweeted, and there was a period of time, and I can't remember what they had a great an account, I forget the name now, and they would spam you with 1,000 replies, and it was disgusting. And they would, they take pictures. I followed you for a while, yes. And I remember those. And they do this, and they do it well. Yeah. The other countries can actually learn from Morocco. They really do it well. But we must make sure that we do not stop talking about Western Sahara, and we do not stop talking about the Sahrawi people, because it cannot be that Africa, the European Union, and the international community, the United Nations, forget a country that has the right to self-determination. Thank you. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisserai un moment de convivialité et on pourra continuer à en parler davantage avec les camarades qui sont ici présents. Merci beaucoup.